en termes de propos introductifs, je vais juste rappeler que le Cameroun, nous savons tous, a une vision de 2035 où il faudrait être un pays émergent. Et le pilier de l'émergence passe donc par la transformation structurelle de l'économie. Et nous savons tous comment, au niveau de la transformation structurelle, la question de l'industrialisation, surtout dans cette décennie 2020-2030, est au cœur de la politique gouvernementale. Et qui dit industrialisation parle d'énergie, parce que l'économie a besoin, l'industrie a besoin d'énergie pour pouvoir se développer, pour pouvoir créer les emplois qui sont attendus, car on sait très bien que, comme le Cameroun et comme l'Afrique, la population est à majorité jeune, et le développement de l'industrie est une manière sous-jacente de résoudre le problème de l'emploi ou bien du chômage, surtout en milieu jeune. Alors, donc, on s'est posé dans la question, qu'est-ce que le Cameroun doit faire? Parce que nous connaissons toute la réalité de ce qui se passe au quotidien, l'offre d'électricité ou bien d'énergie de manière globale qui n'est pas suffisante. Et d'ailleurs, il y a l'AFD qui nous dit que le Cameroun n'exploite que 3% de sa capacité hydroélectrique. Donc, on se pose la question, quel mix énergétique le Cameroun doit pouvoir mettre en œuvre pour pouvoir atteindre sa vision qui est d'être un pays émergent en 2035. C'est donc dans cette dynamique que nous avons pensé organiser ce webinaire. Donc, nous avons deux intervenants. Nous avons notre expert de l'UNECA, qui va être le premier intervenant et qui va nous parler un peu des dynamiques au niveau, bien des débats qui se posent au niveau international autour de l'objectif de développement durable 7, qui est relatif à l'énergie. Et ensuite, on aura le docteur Tchano David, qui est du Comité national de développement des technologies, qui est une structure du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation, lui aussi qui est spécialisé dans les questions d'énergie. Il va nous rejoindre sûrement à tout moment, parce que, comme on l'a mentionné plus tôt, il a un peu une contrainte professionnelle, mais il va nous rejoindre. Mais d'entrée de jeu, donc, je vais donner la parole à Linus, qui va d'abord se présenter un peu plus pour qu'on sache un peu qui il est et ce qu'il fait. Et ensuite, il va donc nous présenter ce qu'il a préparé pour nous. À la suite, si on a déjà David qui est là, on va lui passer la parole. Mais sinon, on pourra prendre déjà l'opportunité de faire déjà une session de questions-réponses et puis laisser le temps à David de nous rejoindre après ses obligations professionnelles pour qu'on puisse aussi lui donner la parole. Sur ce, je donne la parole à Linus. Il va parler en anglais. J'espère que vous n'avez pas de problème d'anglais. C'est une session bilingue à l'image du Cameroun et à l'image de l'Afrique. Vous savez que l'Union africaine a retenu 5 langues qu'on appelle langue officielle, parmi lesquelles le français et l'anglais. No problem, Marianne. Most welcome. Voilà. D'accord. Donc, Linus, you have the floor. Please feel free. Feel at home. Okay. Yes, and start by introducing yourself more, and then you can go forward. Thank you. Okay, merci beaucoup, Marianne. Thank you so much. So can I share my screen, Marianne? Yes, Julia is going to allow you to do that. Okay, no, thank you. Thank you again, Marianne. Thank you to Africa 21 for inviting me here. You set the context very well, Marianne. And you can see that I'm speaking to you in darkness. So Cameroon's energy problem is Africa's energy problem. And Africa's energy problem is situated in a very complex global dynamic. I apologize about that. It's set up in a very complex global dynamic, which constitutes geopolitical shocks, like we've seen happening with the crisis in Ukraine and the impact it has been having on energy and the SDGs globally, but particularly in Africa. It is set also in the context of climate change, which is impacting Africa quite a lot. We at the EC have done some work that shows that African economies are losing up to 15% of the GDP because of climate change. And of course, the other shock, which is COVID-19. So, you know, as I say, Marianne, our country is Africa in miniature, right? So our energy situation is also in miniature of Africa's energy situation, which is what I'm going to talk about, and then make references to our country. So again, as I said, I'm a senior environmental affairs officer with the African Climate Policy Center of the United Nations Economic Commission for Africa. So you mentioned very clearly about the importance of energy access for Africa's structural transformation. Okay, Africa needs plenty of energy if Africa is going to recover better from the COVID-19 pandemic.
if it's going to industrialize and trade. As you know, we now have the AFCFTA. If we are going to trade, we have to trade things. To make things, you need energy, and we don't have enough energy. So what are we going to be trading, right? So that's a challenge, and the same applies to our country, Cameroon. We need plenty of energy, of course, to boost economic growth, reduce poverty, as you rightly said in your opening remarks, cater for population growth, increasing urbanization, and climate change. Because with climate change, we have extreme events, including extreme warming, heating, and so on. So how do we then address this energy challenge going forward, given the global context, right? For example, Cameroon's electricity situation is roughly 50-50, slightly a bit more from fossil fuels. About 50-something% of the electricity is generated from fossil fuels, and about 47 or so close to that from hydro. Now, if we take the hydro share, Cameroon has got abundant hydro potential, as you rightly said, but we have climate change. And when you have climate change with increasing drought and so on, it means you may not be able to realize your hydro potential, right? So that is already a constraining context. Cameroon has got plenty of fossil fuels, but then we are in the global context of the green energy transition, where there's a strong movement to diverse from fossil fuels. So how do you then attract investments to do that? So which means Cameroon is in a very complex situation where you have to balance climate change with the global net zero drive, the global green transition to solve your problem. And I just have there for you now, and that is the same situation with Africa. So this paradox of Cameroon is the same as the paradox for Africa, where you see the abundant renewable energy resources that the continent has. 40% of the solar irradiation globally falls on Africa, but we only have 1.5% of solar electricity capacity, right? In terms of fossil fuels, we are 7.2% of oil production, oil reserve, sorry. So let me go back. Apologies, let me go back. Okay, so we have plenty of natural gas as well, but at the same time, we are 78 or 80% roughly of the global population without access to electricity. In Cameroon, we only have 60% of the population with access to electricity. Africa is 36% of the 2.6 billion people globally without clean cooking. In Cameroon, we have about 80% of people who are still relying on biomass for their cooking needs, with health consequences and so on. Africa is only accountable for 3.2% of global electricity generation. And of course, when you look at our country, that's a very small number. You mentioned about industrialization. Africa's energy consumption in industry is only 3% of the global energy consumption in industry. So how are we going to deal with structural transformation with such low levels of energy consumption? And of course, the same with the electricity capacity. And if you look over the last 10 years, less than 2%, in fact, only about 1.5% of clean energy investments globally have been to Africa, okay? And we talk again about the low consumption on the continent. Africa has got a per capita consumption of about 250, well, about 500 when you include North Africa and South Africa. But when you exclude those countries, it's a very, very small consumption, about 250 kilowatt hours per person. You're talking about 13,000 kilowatt hours per person in North America. You're talking about 4,000 kilowatt hours per person as a global average, and so on. And you look at even countries like Thailand. Thailand is 2,500. So what energy future are we planning with this paradox, right? In terms of low consumption, high resource potential, low investments, and so on. In Cameroon, our per capita consumption is, what, again, roughly the same like the Middle Africa. And if you take away, in terms of electricity capacity, if you take away the capacity of North African countries and South Africa, the rest of the continent has approximately what South Africa has as installed electricity capacity. So it's a big paradox, and that is the same challenge that we have in our country. And so therefore, the only way we feel
that you can actually address this issue in Africa is that you need to double the current capacity, which is around 250, by another 250 by 2030, and increase it 5 times by 2050. Right? So we need to take the capacity to 1,250 gigawatts by 2050 if we're going to make any movement of the needle to address the SDGs and the energy gap on the continent. And if we do it right, and this is where now it comes in, if we do it right, given the global context that we mentioned about the constraints and so on, with the right policy support, you can do it in a way that by 2050, at least 80% of Africa, and similarly for Cameroon, about 80% of our electricity could be coming from clean energy sources if we plan it properly. But that requires a lot of money. Okay, if we're going to double the electricity capacity by 2030, we're talking about 500 billion of investment between now and 2030. Of course, we know that that is difficult money to mobilize. And if you're going to mobilize that amount of money, then you really need some serious thinking. So we're talking about a lot of investment, which we know will not come easily, because we've just seen previously that over the last 10 years, of the 300 and something billion of clean energy investments per annum, less than 2% was coming to Africa. Okay. So how do we get Africa to transition? The only way is that when we look at Vision 2030 and the energy mix that we need for 2030, we need the government to carefully think out the kind of energy policy that it needs to put in place. And Cameroon has been one of the countries that we at the ECA have been using as one of the case studies on policy and regulatory reform to be able to attract private sector investment. But unfortunately, the work is still ongoing, so I wasn't able to have information there to share with you, but we will share that with you later on when the study is properly completed. So Cameroon therefore needs to take a very comprehensive look at its energy needs going forward, double, increase it 5 times, look at the amount of investments that have to come in, and then see what are the opportunities that could be leveraged, particularly in bringing in private sector. The private sector here is key. And on this issue about the private sector, Marian, that is why we said, oh yes, and of course, this constraint about the global geopolitics and shocks, right? If you see there on the chart, on the left, where Africa has many countries that export oil, but they don't process the oil, so they import a lot of refined products. So the crisis in Ukraine has made oil prices to go up. So African countries are having to pay a lot more for refined products. And even those countries like Nigeria, I didn't have the number for Cameroon yet, but the amount of refined products that we have to import is offset by the windfalls that we could get from global rises in oil and gas prices. And so to have this situation, we at the Economic Commission for Africa established something called the SDG 7 Initiative for Africa. It is basically focused on attracting and accelerating private sector investments for clean energy, for energy access, and climate action. It is based on 3 pillars of sustainability, and this sustainability means environmental sustainability, but it also means economic sustainability. The second pillar is that of governance, and that we work with the countries like we're doing now with the case studies to see the policy and regulatory regime, see where reforms can be made, and see what needs to be done to attract the private sector finance. And we believe that once we address sustainability and governance, it's much easier to mobilize finance. And through that initiative, we have already enabled the issuance of the first green bond under this initiative of 3 billion rand. And this is very key because it's a green bond in local currency in South Africa by PIMCO to support renewable energy refinancing on the continent. The other key issue is this thing about private sector. So we have established something called Team Energy Africa, and maybe this is something that members of Africa 21 could be interested in. Basically to say that we cannot complain that for the past 10 years, as I was saying, that we cannot continue to complain that investments are not coming into clean energy in Africa. So we need to mobilize Africa's private sector to provide the investments that are needed. And that is why we established this initiative called Team Energy Africa, how to mobilize Africa's private sector and Africa's capital to invest, because we have seen what happened in other sectors, like in banking,
in mobile communications, in constructions, right? Where captains of industry, the likes of Elumelu, Dangote, Mo Ibrahim, Strive Masiwa, these people, they've done big things in those sectors. So we believe that Africa's private sector can do the same in the energy transformation space. And similarly, how can we begin to mobilize Cameroon's entrepreneurs, private sector, to begin to invest money that are in the country, privately owned, to make this transformation to happen. And if there are such people, then hopefully they're welcome to join Team Energy Africa. And the idea is that you don't only invest in your country, that Team Energy Africa becomes a model where you bring African entrepreneurs and investors of like-minded people, they begin to invest across other countries. And we're actually pushing that when it is fully operational, that we can work with the governments to say that there is a local content in investment. You know, when we do renewable energy procurement, like in South Africa, we say there has to be local content in the deployment value chain, but we feel that there should also be local content in investment, in the sense that you can say that if Morocco is going to do a public tender of how many megawatts of wind, a certain percentage should already be prioritized for African investors. If Ghana is going to do a solar tender, then there should be a certain amount already prioritized for African investors and so on. And we believe that this is the way that we can achieve big visions like our Vision 2035 and the other vision that the different African countries have, because without energy, without Africa's own drive to do the investments, it will not happen. So I end there, Marian, giving you the broader context of this energy transition and what it could mean for us as we go forward. We see the challenges and what we need to do as a continent, as a group of countries to solve the problem. Thank you. Ok, merci beaucoup, Dr. Linus Montfort. Merci pour cette présentation qui nous permet d'avoir une vue globale des défis ou des enjeux du secteur de l'énergie en Afrique en général et avec un regard spécifique sur le Cameroun. Et je crois que ça confirme ou ça corrobore ce que nous vivons en tant que citoyens camerounais ou alors citoyens africains au niveau des défis que nous rencontrons au quotidien en matière d'énergie. Je ne voudrais pas me jeter trop dans beaucoup de résumés au risque de perdre des éléments, mais ce qui m'a intéressé ou bien que je pense qu'il faudrait peut-être vraiment relever, c'est les initiatives qui sont en cours, notamment l'initiative qui permet, avec pour objectif de faire des Africains les acteurs principaux de la mise en œuvre de ces stratégies-là. Parce qu'on a déjà vu que le secteur du développement est financé en grande partie par les pays européens et parfois c'est encore eux qui viennent coordonner ou superviser la mise en œuvre. Mais dans l'innovation, c'est de s'appuyer sur notamment le secteur privé africain pour permettre vraiment d'avoir ce sens d'appartenance en se disant, OK, nous sommes acteurs de la solution, nous sommes acteurs pour pouvoir améliorer les conditions de vie et de nos populations, mais aussi de nos affaires, parce que quand ils s'engagent, par exemple, quand on prend le partenariat public-privé, on est tous sûr que les entrepreneurs qui investissent dans ce contexte, l'idée de dire qu'on veut faire des Africains les acteurs de la solution pour avoir une autonomie en matière d'énergie suffisante afin que d'ici 2030 ou 2050, qu'il y ait cette autonomie. Je voudrais demander à cher Linus s'il c'est possible pour lui de partager le PowerPoint parce que ici on a plusieurs types d'acteurs qui sont présents et ça va probablement peut-être aider les uns ou les autres pour pouvoir étayer peut-être soit les recherches qu'ils mènent, soit pour pouvoir un peu creuser davantage dans certains aspects qui sont relevés. Et en attendant que David se connecte, parce qu'il m'a dit qu'il est en train de rentrer au bureau pour se connecter, je voudrais donc laisser la parole à qui va la prendre, soit pour des questions, soit pour des commentaires par rapport à la présentation de Linus, pendant que David nous rejoint pour également présenter sa part. Donc la parole, je ne sais pas, selon votre domaine d'activité, pour qu'on puisse un peu enrichir le débat autour de ça. Donc, feel free, qui que ce soit qui veut prendre la parole, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et poser vos questions ou bien faire un commentaire ou une remarque à la suite de ça. Whilst we're waiting, Marianne, I mean, could you just say something about opportunities as well, right? Yeah. You know, in our country, agro-processing is very big, right? We have palm oil processing, we have sugar processing, we have cocoa processing. We are what, the fourth cocoa producer globally, right?
Yeah. But yet, if you look at all of these areas, there are no investment opportunities. I've been to some palm oils in Cameroon, palm oil mills in Cameroon. They are producing a lot of biomass residues, which could be used for cogeneration to produce power and heat, right? But they don't. They extract the electricity from local mini grids that are powered by diesel or heavy fuel oil. And this is a fuel that has to come to these remote areas where there are no good roads. You can see, so that there are huge business opportunities. That why can't we look at how we can have investment opportunities in our agro-processing sectors, the sugar production, cocoa, palm oil, and so on, and maybe bundle a couple of those processing plants into one business model. Then you invest in it. And when you do that, then you can begin to see where the value chain comes in, right? Because if you go, let's say, to Western Bakossi, where most of the cocoa is produced, they're cutting the wood in the forests to burn and dry the cocoa. If you can use the residues of the cocoa to do combined heat and power plants, then you can dry the cocoa at a more controlled temperature, right? And when you dry the cocoa at a more controlled temperature, then you have better value beans, which means you can get better premium prices globally and so on. So I think these are some of the business opportunities which we need to look at in Vision 2035 to say, going forward, we now have what? We have less than 15 years to go. Where are the opportunity areas, particularly with energy, but linked with the big nexus, because energy is not standing alone. You have the nexus of energy and food, energy and agriculture, energy and water, and all of this. So we look at opportunity business areas, and then maybe that could be an area where the government could look at putting in place the right policy and regulatory framework to support investments. Here, these investments are not too big, and I'm sure there will be so many Cameroonians who can get together and invest in these bundles of opportunity. And that could be a transformative way of helping us achieve Vision 2035, I think. Yes, thank you. I think that is a really concrete solution, but now when you see the environment, if we take just the case of Cameroon, how can we stop? How can we start? What could be the first step if you want to implement that kind of solution, which is really affordable and which is realistic and feasible? What would be the first step that we want to, if you want to implement that kind of solution? So the first step, of course, is like the government is doing this revision of the next 10 years of Vision 20. So what are the investment opportunities, right? So let's start at the government level to identify the investment opportunities, and then just get a task team to look at the policy and regulatory barriers that would exist, and make the focus to be on investments that will come from Cameroonians as investors. Because once you start going to big projects, we're looking at foreign direct investment. This takes time and is complicated and so on. But I'm sure there are entrepreneurs in Cameroon who can pull their resources together and do the investment, but if the government enables them to do it. So let's start at, I know the final document or one of the final documents were done already, but there could be another opportunity, reiteration of what should happen in the next 10 years, because we were trying to look, or we actually at the moment, through Minepat, supporting a training program for integrated climate, land, energy, water modeling to support policy options for Vision 2035. And this could be one way of saying that what opportunities then exist when you look at agri-processing and then estimate the potential. When I was in my previous organization, the International Renewable Energy Agency, we did a survey with the support of Japan of agro-processing entities, and that could be a starting point as well to help. And I'm sure colleagues here and elsewhere would have done similar studies. So let's look at how can we provide high impact opportunities for transformative investments that happen at a small scale, but the impact will be very big, especially in the energy agribusiness nexus. Wow. So, but since the idea is already on the spot, but you are not seeing anything, so it means that maybe this is a room for the civil society organization, maybe to do a kind of lobbying. But maybe you in your organization, you could also think on how you can, I don't know, support the civil society organization in doing the lobbying so that the government can push forward
on that agenda. That is just an idea that is coming into my mind like that, because it's good to have good opportunities, it's good to have good ideas, but if you are not able to implement them, they are useless. If you are not able to push the government, because you know that most often they might have very great ideas around them, but they are not really willing or ready to push forward that agenda. And most often that's where the civil society organization come into force and say, okay, you are going to prove you that this, if you take this way, you are going to have something. And most often at the end of the day, you have the government investing, maybe taking that direction, at least even at the local level. That could be a possibilities that at the level of, since we are talking about decentralization in Cameroon, maybe at the local level, some communities and so on could handle that kind of things. Maybe mayors can be called upon in those localities where you have those companies installed. Like if you take the case of Banjok with the sugar industry, for instance, if the community there is empowered with that opportunity, maybe they could start thinking on how to go about it. So it's just something that I'm just proposing like this. You know, in that issue of governance and decision making, you as an entity have a major role to play beside the government. And also you have civil society organization also, we need to be empowered most often in terms of resources to be able now to push the government forward towards maybe a kind of decision that we think that would be great. Thank you. I don't know if, yeah. J'ai une question oui, en français, s'il vous plaît. Oui, Julien. Je voulais savoir, est-ce qu'il existe des champions africains des énergies renouvelables? Et au Cameroun, comment on pourrait faire justement pour faire émerger ces champions ou futurs champions? Je pose ça à la fois je pose à la fois cette question-là à l'intervenant et aux gens camerounais qui sont en ligne. Merci. So the question was, do we have renewable energy champions in the country? In Africa, in Cameroon. Oh yeah, of course. I mean, there are renewable energy champions, but I think we need to go beyond individual champions to the idea of the team energy that I talked about earlier. We are actually working on setting up the secretariat for Team Energy Africa, and that would then be like a one central facilitating entity that can help bring all of these people together, starting from the big captains of industry to the individual entrepreneurs who are doing small projects here and there. And I think when they start coming together and pulling their efforts and the resources, and they can speak to the government, I think it's easier to speak to the government about addressing policy and regulatory issues. It can be much faster than foreign direct investors who want to come and influence policy. It will not be that easy. But having a group of entrepreneurs, project developers who are Africans, it will be easier for them to work with the government, the policymakers, to put in place the right policies to fast track the investments, to facilitate the investments. I was asking which country, African country, can be considered as a champion in that domain of renewable energy right now? I mean, right now, of course, you know, South Africa, Morocco, and Egypt, and Kenya, Ethiopia. They are leaders in renewable energy, in the sense that South Africa, especially, if you go back 10 years ago, they were very, very coal dependent and big defenders of coal. But the government took a policy decision to say they want to do renewables. And now it is a different story. So this shows you the power of policy, right? When South Africa made that policy in 2011 to do the integrated resource plan and so on, and creating a market by establishing an amount of renewable procurement that will happen, and then insisting that there has to be local content, and did a very comprehensive study to do the renewable energy independent power producer program. And now today, South Africa is leading. But things have also happened because places like Zambia have also ended up with solar procurement, which is very, very low, less than about 3 cents or whatever per kilowatt hour. Senegal did the same, and Senegal is moving quite strong in that area as well.
As I said, Morocco is very ambitious. Egypt is doing the largest solar program. And it's all about policy. If the policymaker wants this to happen, they put the policies in place, they do a comprehensive assessment of what is needed, and most of the time it works like the way it has worked in these places. But and then of course, another thing, Marianne, is that we're talking about the global energy transition, which means that critical minerals like cobalt and so on become extremely important, right? Yeah. And we know DRC is the biggest supplier of 70% of global cobalt supply. But at the moment, they only capture 3% of that value chain. Okay. So what we at the ECA, together with the Afrexim Bank, African Development Bank, Africa Finance Corporation, we commissioned a study by Bloomberg, and that study showed that you can actually produce the battery precursors 30% cheaper in DRC, leveraging the Africa Continental Free Trade than you would do in China or the US. So therefore, why can't we produce it there? So our executive secretary and the different institutions I just mentioned, with President Tshisekedi himself in charge, with Zambia, we had the Africa DRC Business Forum that happened last November in Kinshasa. And the two presidents came together, they signed what we call the Zambia DRC Battery Council. We also working to support the establishment of a special purpose vehicle in Congo for Congolese to invest in the company that will be the one that owns the production. And that is a way where you actually empower people to beneficiate from their resources, but also do the transformation as well. So this type of thinking has to start happening also in our country, that how can we get, because we have to diversify, right? We said our energy mix is mainly hydro and fossil fuel. Both of them have problems. Hydro, they have climate change problems. Fossil fuels, they have the problems of investment because there's a global shift away from fossils. So how can Cameroon therefore tap on its other renewables, including even the existing hydro and new renewables like wind and solar, to have a strong energy mix that is heavily invested by Cameroonians? And of course, Cameroon also has minerals. And how can then Cameroon also strategize, especially leveraging the AFCFTA, right? Because if DRC is going to produce battery precursors, it doesn't have all the minerals. It will need some manganese from maybe Madagascar, or copper from Zambia, whatever from all these other countries. So we have the Africa Continental Free Trade. That is an opportunity where even from our region, what is available in Central Africa that Cameroon can begin to take, or can begin to lead the regional value chains of in this global energy agenda. We have to look forward and see the opportunities, and then see how we can put in place the policies for the country to position itself in not only its own energy agenda, but the global energy dynamic, which includes the battery thing. Because if DRC is going to be producing those battery precursors, what can Cameroon be doing, being in a similar region, to be part of that process? Merci beaucoup. C'est une très belle manière de sortir en parlant de cette chaîne de valeur, par exemple, dans la production des batteries. Mais il est aussi important de se rappeler que le fait de vouloir faire produire ce type peut-être de batteries en Afrique, c'est peut-être une belle chose pour les pays africains, mais ça constitue un défi pour les pays développés qui eux aussi vont se trouver en train de perdre une partie de leur emploi. Donc, du coup, ce n'est pas forcément déjà gagné d'avance. Et on sait qu'ils sont suffisamment impliqués dans la prise de décision, notamment le financement du développement. Donc, je pense que ce serait un élément qu'il faudra garder à l'esprit, qu'ils ne vont pas non plus facilement accepter que certaines choses qu'ils produisaient dans leur pays et qui généraient de l'emploi pour leur population soient facilement également transférées en termes de production en Afrique. Ça, ce n'est pas pour débattre, c'est juste un point d'attention. Et je voudrais qu'ensemble, qu'on remercie Dr. Yunus pour avoir accepté de partager avec nous son immense expérience sur les questions de l'énergie. On voit qu'il parle avec beaucoup de passion et assez d'expérience quand même. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à notre deuxième intervenant, Dr. David Chiagno, qui a pu finalement nous rejoindre. Et merci d'avance. On ne va pas traîner énormément. Je vais donc te passer la parole. Tu vas d'abord te présenter et puis tu vas aller dans le vif de ton sujet. Si tu as préparé un PowerPoint, Julien va se faire le plaisir de te permettre de partager ton écran
Mais si ce n'est pas le cas, tu pourras donc directement te jeter à l'eau et faire ta présentation. Alors, David, tu as la parole et bienvenue encore. Merci, Marianne. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je te reçois bien. Ouais. OK. Voilà, bonjour à tous et toutes mes excuses pour ce petit retard. Alors, j'ai eu d'autres contraintes professionnelles qui m'obligeaient à arriver un peu tard. Alors, je suis David Tuagno, chercheur au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation et plus particulièrement au Comité national de développement des technologies. Alors, j'y assure des fonctions de coordinateur des projets d'énergie, particulièrement et également de la recherche. Donc, je vais vous entretenir sur le sujet qui a été évoqué. Je vais peut-être demander les droits pour pouvoir partager mon écran. C'est fait. J'ai fait un. C'est fait. OK. OK, super, merci. Voilà, c'est en cours. C'est parfait, on te voit. OK. Vous voyez l'écran ou moi-même? On voit l'écran. On voit ton PowerPoint. Super, donc c'est bon. OK. Alors, le sujet, il est assez vaste. Donc, je disais tantôt que je suis au ministère de la Recherche, tel que vous pouvez voir sur ma signature. Donc, le sujet, il est assez vaste. On m'a demandé de vous entretenir sur quel mix énergétique pour le Cameroun, défis et solutions pour une émergence en 2035. Alors, je rappelle que cette présentation se fait dans le cadre des ODD 7, de l'ODD 7, qui est garantir l'accès à tous à des services énergétiques fiables, durables, modernes et à un coût abordable. C'est-à-dire que notre commentaires ou nos discussions seront orientées en fait vers comment atteindre cette ODD 7. Voilà, je suis allé un peu dans beaucoup de petits éléments, détails, notamment le premier point sur lequel je vais vous présenter l'énergie en me posant la question, est-ce que c'est une condition réellement pour notre développement? Sinon, quels sont les aspects à prendre en compte pour pouvoir développer éventuellement ou pas cette énergie-là? Le deuxième point, je veux parler un peu des défis énergétiques. J'ai dit mondiaux, mais beaucoup plus appliqués un peu au contexte camerounais. J'ai mis là quelques éléments qui me permettront donc de mieux vous détailler ces défis énergétiques. Ensuite, nous parlerons un peu de la situation énergétique au Cameroun, les enjeux, les difficultés rencontrées. Et globalement, je parlerai de quelques solutions. Pas toutes les solutions parce que en peu de temps, il est presque impossible. Mais éventuellement, nous pourrons en discuter dans la phase questions-réponses. Voilà. Alors, pour attaquer le premier point, je voudrais commencer ma diapositive en vous présentant cette image de la NASA qui représente en fait une capture de nuit d'un ensemble de coins du monde, mais c'est une image regroupée, donc regroupée sur plusieurs nuits cumulées, et dont vous pouvez voir en fait le contexte du continent africain en particulier. Et je ne sais pas si vous pourrez apercevoir où se trouve le Cameroun dans cette image. Mais une fois qu'on regarde cette image, on se pose la question, est-ce que l'énergie pourra avoir réellement un impact sur notre développement? Alors, c'est le dire aussi banal parce que des gens ont tendance à dire oui, l'énergie a un impact, mais en réalité, on verra tout à l'heure que ce n'est pas toujours, du moins, l'énergie est nécessaire, mais on verra toujours que ce n'est pas toujours le cas. Voilà, donc cette image, c'est l'image qui court souvent des rues lorsqu'on présente les taux d'accès à l'électricité dans les différentes régions du monde et qui est toujours assez alarmante pour l'Afrique, du moins pour nous en Afrique. Et je dirais pire lorsqu'on regarde pour nous en Afrique noire. Alors, j'ai voulu commencer dans cette présentation en partant dès la base pour permettre à tout le monde de comprendre d'où nous partons. Alors, la première forme d'énergie qui est pour moi le meilleur, le plus grand créateur de l'énergie, c'est celui qui a pu frapper sur les deux pierres et créer le feu. Parce que j'imagine juste comment est-ce que ça fonctionnait avant le feu. Alors, les hommes vivaient, mais sans le feu.
Alors, une fois que le feu il est créé, on peut cuire les aliments, on peut se chauffer, on peut fondre le fer et faire des guerres, on peut faire plutôt une chasse beaucoup plus aiguë avec des lances, etc. On peut en même temps faire des guerres, c'est-à-dire le monde change. Et donc, pour moi, il est en quelque sorte le premier créateur de l'énergie, mais qui change carrément, le premier, on va dire, le plus grand innovateur en matière d'énergie, puisqu'il change carrément le mode de vie de l'homme sur Terre. Alors, le monde, il va évoluer comme ça parce que l'homme va chercher à maîtriser ce feu de mille et une manières jusqu'à ce qu'on entame ce qu'on appelle la révolution industrielle en Europe. Alors, la révolution industrielle, elle s'est rendue possible par un monsieur qu'on appelle James Watt au XVIIIe siècle. Alors, j'ai mis son nom, James Watt, parce que chaque fois qu'on parlera d'un système énergétique, vous entendez parler de Watt. Chaque fois qu'on parlera d'un équipement, vous entendez parler de Watt. Ben, évidemment, ça a commencé par un monsieur qui s'appelle James Watt, qui a créé un appareil, un moteur, le moteur à vapeur. Et ce moteur a facilité la révolution industrielle en Europe au XVIIIe siècle. Alors, ce moteur, ce qui est bizarre, ce moteur, il utilisait du bois. Alors, la consommation excessive du bois pour la révolution industrielle en Europe a entraîné une première crise écologique qu'on a appelée la déforestation de l'Europe. C'est la première crise due à l'énergie et donc vous comprenez un peu les enjeux climatiques ou du moins les enjeux de biodiversité qui pouvaient exister à ce moment-là. Mais immédiatement, le bois il a été remplacé à ce moment par le charbon minéraire. Parce qu'il faut le dire, à cette époque, le charbon minéraire, autant que le pétrole tel qu'on parle aujourd'hui, existait, mais ne sont pas exploités, ou du moins l'évolution technologique de l'heure ne permet pas qu'on voit qu'il y a ce charbon-là. Alors, donc, la révolution industrielle donc, est rendue possible par ce charbon minéraire, après qu'il y ait déforestation de l'Europe. Alors, l'ère du pétrole commence à partir du 19e siècle, où on a un premier puits de pétrole qui est creusé aux États-Unis en 1859 et l'amélioration du moteur de James Watt que vous connaissez en un moteur à essence. Alors, à partir de ce moment, il faut dire qu'avant cela, le pétrole, il existait tel que je l'ai dit, mais utilisé comme le pétrole lampant. C'est-à-dire, vous allez voir dans les anciens films comment est-ce que les gens, ils imbibaient une étoffe de pétrole pour éclairer des zones souterraines, généralement. Donc, vous allez voir donc sur l'image que je vous montre, je vais essayer de mettre un pointeur. Voilà. Voilà. Vous allez donc voir sur cette image-là que je vous montre, j'espère que tout le monde voit. Donc, comment est-ce qu'on a commencé dans l'exploitation, la production mondiale du pétrole? Ça, c'est une courbe qui présente la production mondiale du pétrole jusqu'à une certaine période. Alors, l'évolution va se faire jusqu'aux années 73 et 76, 79, où on a ce qu'on appelle la première et la deuxième crise pétrolière, ou bien, si vous voulez, la deuxième crise due à l'énergie après la déforestation de l'Europe. Ici, c'est ce qu'on appelle le choc pétrolier. Alors, il y a eu juste une modification drastique du prix du pétrole qui est passé de 2,59 à 11,65 $ le baril. Donc, vous imaginez que, je ne sais pas moi, si ceux qui sont là, si on dit aujourd'hui que le prix du pain il quitte de 100 francs à 1000 francs, tout le monde pense autrement. Et donc, en pensant autrement, on a tendance à rechercher de nouvelles sources d'énergie, autant comme on l'a fait lorsque on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de bois. Donc, on parle de 100 ans, des siècles après. Donc, on a recherché dans de nouvelles sources d'énergie primaire. À ce moment, on peut faire un classement précis des énergies classiques, notamment le charbon, le pétrole, le gaz naturel, l'uranium, les énergies nouvelles, notamment le solaire, l'éolien, géothermie, biomasse, hydraulique, etc. Donc, on peut éventuellement donc réorganiser le parc d'énergie en disant on peut avoir plusieurs sources. Et maintenant, il y aura des sources qui seront privilégiées par rapport à d'autres. D'où la notion de mix énergétique, que je définis ici comme un bouquet énergétique, c'est-à-dire la répartition des différentes sources d'énergie primaire consommées dans une zone géographique donnée. Donc, on parlera du mix énergétique camerounais qui est un peu la répartition des sources d'énergie primaire consommées au niveau du Cameroun. Alors, le pétrole devient donc l'énergie utilisée, mais ce n'est pas que les autres sont, je veux dire, ce n'est pas que
le choc pétrolier annule totalement, mais on commence à réfléchir sur l'utilisation des autres sources d'énergie. Alors, l'utilisation de l'énergie, donc, de manière générale, donc, est évaluée en se posant la question sur la nécessité de cette énergie. Ce qu'on fait, c'est quoi? On va évaluer, pour évaluer le niveau industriel, on va évaluer le PIB, le produit intérieur brut par habitant, généralement, ou bien le produit intérieur brut par pays. Et donc, on va évaluer la quantité d'énergie utilisée pour produire des biens, c'est-à-dire pour avoir un PIB, on va dire comme ça, le produit intérieur brut. Alors, vous allez voir ici sur l'image un ensemble de points qui représentent des pays et la courbe dont représente le produit intérieur brut et la quantité d'énergie par habitant. Et donc, le premier constat, qu'est-ce que c'est? Il y a une liaison ou, si vous voulez, une corrélation entre le produit intérieur brut et l'énergie. C'est-à-dire la production des biens dans un pays dépend d'une certaine consommation de l'énergie. Et cette production, elle n'est pas toujours linéaire à 100%, c'est-à-dire la corrélation n'est pas parfaite. Si la corrélation, elle était parfaite, tous les points qui représentent l'ensemble des pays dans le monde, en Afrique, en Amérique, etc., seraient alignés sur la droite de corrélation qui est là. Il en est de même sur l'indice du progrès social. Vous allez voir l'indice de progrès social dans divers pays par rapport à la consommation d'énergie, identifié ici en taux équivalent pétrole. Et vous allez voir que tous ces pays sont regroupés autour d'une droite de corrélation, mais qui ne sont pas alignés sur cette droite de corrélation. Cela signifie simplement que, en réalité, pour qu'on puisse produire un bien, c'est-à-dire pour qu'on puisse avoir un progrès économique, il faut absolument qu'il y ait de l'énergie. Donc, c'est une condition nécessaire. Pour qu'il puisse avoir progrès social, il faut qu'il y ait de l'énergie. Mais seulement, la corrélation n'étant pas parfaite, veut dire que l'énergie, c'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Alors, elle n'est pas suffisante parce que qu'est-ce qui manque? Alors, l'ensemble des littératures dans le domaine démontre clairement que les éléments suffisants sont clairs: le capital, les ressources humaines hautement qualifiées et ce qu'on appelle l'effet technologique. L'effet technologique englobe en même temps la maîtrise de la technologie dans un milieu et aussi l'efficacité de cette technologie. Quand je parle de l'efficacité, je renvoie ici à l'efficacité énergétique. C'est-à-dire, pour m'expliquer un peu plus simplement, un équipement produit, par exemple, je ne sais pas moi, produit 1 tonne de chocolat à partir du cacao peut consommer, c'est pas moi, 10 MWh d'énergie. Au Cameroun, alors que produire la même tonne de chocolat en Côte d'Ivoire permet plutôt de consommer 5 MWh. Donc, vous voyez qu'à ce moment, on dira que la Côte d'Ivoire a une technologie beaucoup plus sophistiquée, donc ils ont une meilleure maîtrise technologique. Alors, quelle est la chaîne des technologies qui est utilisée? Qu'est-ce qui entre dans cette chaîne chez eux pour que ce soit meilleur que chez nous? Parce qu'évidemment, la consommation d'énergie va impacter le prix du produit à la fin. Donc, cet effet technologique fait qu'il faut absolument maîtriser la technologie et assurer l'efficacité énergétique à chaque fois. Donc, c'est de ces termes qu'est née la notion d'efficacité énergétique dans le monde et donc d'amélioration des technologies au fur et à mesure pour minimiser la consommation en énergie. Voilà. Donc, voilà globalement, si nous sommes déjà d'accord que l'énergie sera une condition nécessaire et suffisante, mais pas suffisante, et que tout développement économique demandera à la fois de l'énergie et un ensemble de compétences dont on sait déjà plus ou moins comment est-ce qu'on peut orienter l'atteinte de la vision 2035 au Cameroun éventuellement, ou bien du développement au niveau du Cameroun dont nous avons besoin. Mais cependant, on fait allusion au fait qu'il ne faut pas l'ignorer, le monde entier, de manière générale, là je parle de la partie des défis énergétiques, le monde entier fait face à 3 enjeux principaux dans le monde. Alors, je vais aller pas à pas pour ces enjeux parce qu'ils sont déterminants. Une fois que nous savons que nous avons besoin de cette énergie et que derrière, il y a un mix énergétique existant et qu'il faut exploiter pour se développer, on prend donc les questions du monde.
dans le monde entier, le premier défi ou le premier enjeu qui est lié à l'énergie, c'est la sécurité énergétique. Alors, je veux parler de la sécurité énergétique de manière un peu plus ample. Et imaginons-nous, tous ceux qui sont présents, imaginez-vous qu'à un seul instant, on vous dit que la SCDP, cependant, Douala a pris feu ou bien a explosé et qu'il n'y a plus, ou bien imaginons-nous qu'il n'y ait plus de carburant du tout dans les stations-service. Donc, un peu comme ce qui se passe dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, bref, l'impact que ça a en Europe. Donc, on s'imagine à un seul instant qu'il y ait délestage ou bien que je n'ai plus de batterie dans mon ordinateur. Alors, cette conférence, tout à coup, elle n'a plus lieu. Donc, la sécurité énergétique, en fait, c'est la fourniture des approvisionnements énergétiques suffisants et fiables pour satisfaire une demande en tout temps à des prix abordables et évidemment sous respect de l'environnement. Donc, ça, c'est un phénomène qui est à la fois mondial. Vous parlerez, on vous dira de manière banale, 80 ou 90% des guerres dans le monde, ce sont des guerres du pétrole parce que voilà, il n'y a pas de sécurité, etc. Donc, la question de sécurité énergétique, elle englobe tout le monde entier, elle englobe aussi le Cameroun. On vous posera la question, avons-nous réellement une sécurité énergétique au niveau du Cameroun? C'est-à-dire, qu'adviendrait-il s'il n'y a jamais une source nous est coupée? Donc, voilà un peu l'un des enjeux mondiaux majeurs de l'heure. Le second enjeu, c'est le réchauffement climatique. Alors, je vais parler du réchauffement climatique ou le changement climatique, on va dire de manière simple. Alors, changement climatique, je pense que tout le monde sait de quoi on parle, mais particulièrement la contribution anthropique qui est totalement, ou vous voulez, à 95% orientée par la consommation des énergies fossiles. Le reste des 5%, on peut les donner aux phénomènes naturels, notamment les déchets et tout, qui peuvent produire du méthane. Mais on a la consommation en énergie qui est la cause à près de 95, plus de 95% du réchauffement climatique planétaire. Alors, donc, un des enjeux majeurs qui est différent de la sécurité énergétique, c'est de maintenir donc, le climat à une certaine température. Et un troisième enjeu qui est aussi indépendant des deux autres, c'est le développement durable. Alors, on dit qu'on va se développer, mais de manière durable, en adoptant donc les ODD, les 17 ODD, ou bien en se disant, voilà, il faut penser développement sans compromettre les générations futures à subvenir aussi à leurs propres besoins. Ça, nous tous nous les connaissons, mais ce qu'il faut dire, c'est que tous ces trois enjeux sont liés directement par la problématique par une problématique commune qui est la problématique de l'énergie. Comment? Parce qu'on a un mix énergétique, on a des énergies qu'il faut prioriser ou du moins qu'il faut combattre pour en remplacer par d'autres. Alors, les énergies qu'il faut combattre, nous en avons parlé, c'est les énergies fossiles, notamment le charbon, le pétrole, le gaz naturel. Et les énergies qu'il faut prioriser, c'est les énergies renouvelables, notamment le solaire, l'éolien, l'hydraulique, etc. Donc, je vais avancer un peu en vous parlant un peu de la situation énergétique globalement en Afrique, dans le monde et au Cameroun. Vous allez voir un peu l'évolution, mais ici de 2000 à 2018, mais je vais m'accentuer un peu sur ces données qui sont données par l'Agence internationale de l'énergie. Et vous allez voir dans le monde de manière générale, le taux d'accès à l'électricité en milieu urbain et en milieu rural. Alors, en milieu urbain, on est en moyenne dans le monde à 96% et en milieu rural, en moyenne à 79%. Très bien. Alors, vous allez voir les grandes régions du monde, notamment les pays en voie de développement, l'Europe centrale, l'Amérique, etc., en bleu. Alors, vous verrez que dans les pays en voie de développement, le taux d'accès à l'électricité en milieu urbain est d'environ 95% et en milieu rural, environ 77%. Alors, cela se structure, vous allez voir, par rapport aux autres pays du monde, c'est-à-dire que ce soit des pays d'Amérique du Nord, du Sud, du Moyen-Orient et tout, on a 99, 88, 98, 78 et tout. Mais entrons dans les pays en voie de développement, on a les pays d'Afrique et les pays d'Asie. Alors, en Afrique particulièrement, vous verrez que ce taux est de 79 en milieu urbain et 35% en milieu rural. Et en Asie, il est de 98% en milieu urbain et 91% en milieu rural. Donc, vous voyez qu'en réalité, la baisse du taux ici en haut est beaucoup plus due à nos pays d'Afrique. En allant plus profondément en Afrique, vous allez voir l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. En Afrique du Nord, on est environ 79%
en milieu, on est environ 99%, autant pour moi, je vois bien, 99% en milieu urbain et 99% en milieu rural. Et donc, le problème est plutôt en Afrique subsaharienne où on a 74% en milieu urbain et 26% en milieu rural. Donc, vous voyez que le gap, il est totalement très accentué, autant dans cette zone de l'Afrique et comparé à toutes les zones dans le monde entier, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. J'ai mis ici une petite comparaison pour voir ce qui se passe au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Mais en réalité, lorsqu'on entre encore en profondeur, vous allez voir au Cameroun, 95% 33%, en Côte d'Ivoire, 95% 32%. Alors, on est quasiment au même niveau. Mais lorsque vous entrez dans tous les pays, toutes les grandes régions en Afrique, que ce soit Afrique du Nord, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud et l'Afrique centrale, vous verrez que l'Afrique centrale a le taux le plus bas, 45% en milieu urbain et 6% en milieu rural. Donc, stratégiquement parlant, le Cameroun étant quasi leader en Afrique centrale, devrait pouvoir produire à la fois pour lui-même et pour tous les autres pays de la région qui sont là. Voilà. Ce Cameroun, qu'est-ce que c'est? Le Cameroun, c'est 475 000 km², environ 27 millions d'habitants. Pour ceux qui ne sont pas du Cameroun, je le précise, le Cameroun, c'est un taux d'urbanisation d'environ 47%, c'est-à-dire qu'on a en moyenne 50% de la population qui vit en milieu urbain et 50% de la population qui vit en milieu rural. Donc, toute politique énergétique devrait à la fois attaquer le milieu urbain et le milieu rural. Le Cameroun s'est fixé comme objectif dans sa vision 2035 de réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable, d'atteindre le stade des pays à revenus intermédiaires, de devenir un nouveau pays industrialisé, etc., et de consolider le processus démocratique. Alors, l'ensemble de ces objectifs, ou tout au moins les 3 premiers, ne sont possibles que par la première partie de notre exposé, donc que par la nécessité de développer des ressources énergétiques, du moins l'approvisionnement en énergie. Sinon, ce ne sera pas possible. Et l'orienter donc suivant les objectifs du développement durable. Je vais faire un petit briefing sur les sources parce qu'on le dit, et le Cameroun a pourtant plusieurs sources. Que ce soit en énergie fossile, on a du pétrole assez qui est exploité depuis 1885 et en 2016, les derniers chiffres que nous avons, l'estimation était d'environ 57 millions de barils. En gaz naturel, en 2012, le Cameroun constituait la 49e réserve de gaz naturel prouvé mondiale et 7e en Afrique, soit 0,06% de réserve mondiale, voilà, avec 13 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Donc, ça, c'est pour ce qui est des énergies fossiles dont on n'a aucun doute de l'existence dans notre pays. En termes d'énergie renouvelable, alors l'ensoleillement moyen au niveau du Cameroun est dans tous les cas, quels que soient les points du Cameroun, supérieur à ce qu'on peut observer dans les pays européens de manière générale. L'Allemagne, qui est l'une des grandes puissances en solaire, n'a pas un ensoleillement équivalent à celui du Cameroun. On a une fluctuation entre 4,4 et 6 kWh par mètre carré par jour, ce qui est largement suffisant pour développer des champs solaires partout, même en zone de forêt, je le dis toujours. Voilà. Une autre chose, c'est que voilà, ce potentiel reste malheureusement très faible. On a quelques centaines de kilowatts installés, ou je dirais de mégawatts installés, parce qu'il y a une petite centrale qui a été inaugurée dernièrement dans la zone de Garoua, au nord du Cameroun, mais hyper minime par rapport au potentiel que nous avons, tel que vous pouvez voir représenté par la carte. Pareil pour ce qui est du potentiel éolien. Alors, le potentiel éolien, il dépend d'une certaine hauteur. Alors, plus la courbe, plus l'image, elle est rouge, plus on démontre qu'il y a le potentiel éolien. Et donc, vous pouvez voir où il y a le plus grand potentiel éolien, mais cela ne veut pas dire que le potentiel éolien, il est quasi nul, puisque vous allez voir la plupart des points en vert. Donc, on a un potentiel éolien qui est exploitable, particulièrement dans certains sites, notamment dans la zone ouest du Cameroun et dans la zone septentrionale, on a un fort potentiel. Il est beaucoup plus faible dans la zone forestière et la zone du sud, parce que effectivement, c'est une zone de forêt, et donc une zone de forêt fait référence à une zone où il y a beaucoup de biomasse, où il y a de la biomasse, donc qui est aussi de la biomasse énergie exploitable. Même si le bois
est demandé à être reboisé, au moins les déchets de ce bois peuvent être exploités d'une certaine manière, et même les déchets agricoles tels que nous allons voir. Donc, en parlant de potentiel en biomasse, le rémanent forestier qui est d'environ 7 000 tonnes par an, les déchets urbains, près de 1 000 tonnes de déchets par jour pour les villes de Yaoundé et près de 2 000 tonnes par jour pour la ville de Douala. Les déchets industriels, notamment des millions d'hectolitres de bière par an. Le secteur brassicole camerounais a une production de près de 1,6 à 48 millions de mètres cubes d'effluents par an. Voilà. Pareil pour les abattoirs, le potentiel d'effluents d'abattoirs est d'environ 3 960 mètres cubes par jour par abattoir. Et puis, les déchets agricoles, d'élevage, le cheptel camerounais qui est évalué à 5,5 millions de bovins. Bref, tout cet ensemble de potentiel en biomasse qui est, j'ai envie de dire, quasiment inexploité. Voilà. Parlons de l'hydroélectricité. Le Cameroun a le deuxième potentiel hydroélectrique en Afrique, 18e mondial, avec une puissance estimée à 23 gigawatts. Et donc, vous allez voir ici, en quelque sorte, l'ensemble des bassins hydrologiques, le bassin hydrologique camerounais. Et vous allez voir que le Cameroun, à ce jour, a son parc électrique qui est représenté à un peu plus de 60% par l'énergie hydroélectrique, mais qui ne représente que 4% des réserves exploitables, donc sur les 23 gigawatts à peu près. Donc, le potentiel, c'est 72% du potentiel. Je dis supérieur à 60 parce que les centrales hydroélectriques installées n'ont pas toujours une production permanente. Voilà, nous en parlerons tout à l'heure, dans tous les cas, sur la maîtrise technologique. Bien, pour continuer, alors, il est clair, dans l'association des types Cameroun, le Cameroun regorge donc un potentiel énergétique énorme. Et il faut dire, le Cameroun s'est engagé à la COP21 à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 32% d'ici 2035 par deux stratégies particulièrement, le verdissement de la politique agricole, qui n'est pas le sujet du jour, et un autre élément, l'augmentation de 1% à 25% la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique camerounais à l'horizon 2035. Donc, voilà l'objectif, si vous voulez, basique et sur lequel sont orientées toutes les politiques même en matière d'énergie ou de développement des énergies renouvelables au Cameroun. Malheureusement, un ensemble de freins empêche donc le Cameroun de se développer ou de développer son secteur énergétique, notamment l'insuffisance et la non-maîtrise des compétences locales, la cherté des technologies, notamment le conflit entre l'importation et la production locale. Les producteurs locaux ne sont pas encouragés ou la maîtrise de la technologie en milieu local n'est pas toujours maîtrisée et les importations augmentent le prix des technologies. Voilà. Un autre élément, c'est les coûts d'installation qui sont hyper élevés. Les coûts d'installation élevés de manière générale sur les systèmes d'énergie renouvelable qui sont encore plus élevés au Cameroun à cause des importations. Alors, élevés à cause de la technologie, élevés aussi à cause du coût d'investissement. Je dis bien le coût d'installation, pas le coût global du système, parce qu'il faut faire toujours la différence entre le coût d'un système durant tout son cycle de vie et le coût d'installation et d'exploitation. Les systèmes d'énergie renouvelable ont un coût d'installation qui est généralement élevé et les coûts d'exploitation qui sont très bas, si bien qu'à la fin, on a un coût produit à l'unité d'énergie, au kilowattheure d'énergie, qui est généralement très concurrentiel comparé au système fossile. Voilà un autre point qui n'est pas à négliger et qui me semble être le dernier point de la vision 2035, c'est la lourdeur, la lenteur des procédures administratives, notamment pour l'octroi des concessions, autant pour les petits que pour les grands producteurs, et aussi pour les procédures d'octroi, du moins les procédures d'accession à des financements ou à des facilitations administratives qui ne sont pas toujours aisées. Alors, une approche donc pour résolver le problème, c'est ce que j'appelle les approches par source et les approches par secteur. L'approche par source, c'est-à-dire regarder déjà en termes de sources d'énergie que nous possédons, quelles sont
quelle est l'évaluation précise de la ressource exploitable sur un site donné, quelles sont les technologies ou les techniques qui peuvent être développées pour cela, quelles sont les formations qui sont faites, combien d'écoles d'ingénieurs existent au Cameroun, quels sont les nombres d'ingénieurs dans le domaine de l'énergie qui sont formés et quelles sont les recherches qui sont faites dans le secteur, comment est-ce qu'on les centralise, comment est-ce qu'on les exploite. C'est des éléments que, moi, à mon avis, seront des approches qui pourront faciliter la vulgarisation des énergies, du moins du point du secteur de l'énergie. Une autre approche, c'est l'approche par secteur. Je dis bien par secteur et je le dis de manière globale comme ça, parce que l'économie, on dit souvent, je ne suis pas économiste, je vous le dirais, mais on sait que une grosse partie de l'économie du Cameroun est basée sur le secteur informel. Ce secteur informel est totalement paralysé lorsqu'il y a des multiples délestages. Donc, il faut réfléchir sur des solutions qui sont orientées sur ce secteur informel-là. De la même manière, lorsqu'on parle de secteur, on peut aussi faire la différence entre le secteur rural, ou du moins le milieu rural et le milieu urbain. Alors, il faut une accentuation particulière sur le milieu rural, à mon avis, par rapport au milieu urbain qui a déjà un certain accès à l'énergie, même si les taux de délestage sont toujours, constituent toujours un sérieux problème. Attaquer, à mon avis, par la base, c'est-à-dire faciliter l'accès à l'énergie dans les milieux ruraux, dans les villages et tout, et remonter par là pour rejoindre le réseau, les 3 réseaux interconnectés qui existent au Cameroun, donc telle sorte qu'au bout d'un certain nombre d'années, on aura tout le pays totalement interconnecté. Quand je parle du milieu rural, du milieu urbain, j'ai fait allusion au mini-réseau, au réseau décentralisé de manière générale. Et après, l'approche par secteur englobe aussi le secteur industriel qui est généralement ce qu'on a les grands milieux urbains et etc., les grands secteurs urbains. Autant pour moi, les grandes industries qui ont besoin des lignes électriques particulières. Donc, il y a donc 3 volets à développer. Le premier volet qui est le volet technique, la maîtrise profonde de la ressource, le 2 points technologiques qui englobent à la fois l'ingénierie, les solutions technologiques et comment on va dire ça, la limitation des importations, on va dire comme ça. Alors, pour le second volet, le volet recherche et formation, qui est beaucoup plus orienté sur les formations autant en bas âge, sur la culture technologique, on rencontre facilement des ingénieurs au Cameroun en énergie solaire qui n'ont jamais installé un système solaire ou qui n'ont même pas fait des travaux pratiques en énergie solaire. Alors, qu'est-ce qu'on attend demain? Donc, si on n'anticipe pas sur cela, on ne peut pas dire demain qu'on va attendre un pays développé venir au Cameroun développer notre secteur pour nous. Du moins, peut-être qu'ils le feront, mais à quoi est-ce que ce système sera durable? On sera en même temps confronté aux problèmes de maintenance, aux problèmes de maintenance et d'exploitation tels qu'on rencontre dans la plupart des systèmes aujourd'hui. Voilà, il y a donc la maîtrise technologique que je disais tantôt, et puis accentuer donc, pour moi, à mon avis, le développement par le milieu décentralisé, parce que la politique, en épousant la politique du Cameroun, la politique de décentralisation au Cameroun, il serait bon d'attaquer par les communes, d'attaquer par les régions. Et à mon avis, il est plus facile de faire un inventaire et de regrouper tout dans le milieu, de regrouper tout, je vais dire, par région, regrouper toutes les ressources ou bien tout ce qui est exploitable par région et ensuite sur le plan national. Donc là, c'est une proposition que je donne. Ensuite, pareil pour le volet financier, on a facilement les débats sur les fonds pour les formations, des fonds pour la recherche, des fonds pour le développement technologique. Mais facile, il faut passer par les mairies, il faut passer par les régions. Ça, c'est un premier temps parce qu'on a toute tendance à dire qu'il faut regarder le financement extérieur. Non, développer déjà ce qu'on a en interne avec nos propres fonds, mais bien sûr, ne pas fermer la porte aux bailleurs de fonds et ne pas fermer la porte aussi au crédit. S'il y a éventuellement, ça peut nous permettre de faire des grandes centrales dans les grands projets structuraux, bien sûr. Donc, voilà un peu la proposition que moi j'ai faite ici. Elle peut être développée en tout un document de stratégie. Là, c'est juste les grands points, vu le temps qui nous est imparti. Voilà, et donc, pour conclure, je dirais, le Cameroun, il n'y a pas de doute, on a des ressources en énergie, mais ces ressources sont encore à l'état brut. Pour les développer, il faut des compétences locales, il faut développer la recherche dans le secteur, pas parce que je suis chercheur, mais le secteur de la recherche permet la maîtrise de la technologie et permet aussi d'accentuer parallèlement des formations à bas âge, si bien qu'au bout d'un certain nombre d'années, on a un ensemble de ressources humaines capables de développer ce secteur.
Aussi, il faut décentraliser le secteur de manière à profiter du processus de décentralisation au Cameroun, sans toutefois ignorer les solutions existantes, puisqu'il faut toujours consolider les acquis, notamment la solution par des bailleurs de fonds ou par des prêts, etc. Bref, de manière globale, et les solutions externes qui existent. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, David, d'avoir partagé avec nous cette présentation et surtout ton expérience et également ta passion en ce qui concerne les questions d'énergie. Tu as fini par un élément qui est très important, la question de la décentralisation. Donc, la décentralisation ne doit pas être juste administrative, elle devrait être aussi dans tous les secteurs d'activité, y compris l'énergie, parce que certaines localités, certaines communes ont des ressources naturelles qu'elles pourraient mieux exploiter pour servir la population en matière d'énergie, plutôt que d'attendre qu'on ait ce système centralisé où on a une entreprise qui doit distribuer l'électricité ça et là, et avec toutes les difficultés qu'on connaît en termes de transportation, en termes de conservation, en termes de distribution, en termes de besoin de faire le délestage ici, arbitrage entre tel endroit et tel autre endroit. Donc, je pense que c'est intéressant de vraiment jeter ce pavé dans la main en matière sur la question de décentralisation du secteur de l'énergie. Alors, on va prendre maximum de questions pour permettre à David peut-être de nous détailler un peu plus sur les zones d'ombre et puis on va conclure pour notre session. Alors, la parole est à qui veut la prendre. N'hésitez pas. Et si vous n'arrivez pas à parler, vous pouvez également écrire dans le chat pour qu'on prenne cela rapidement. Donc, ça peut être des questions, mais ça peut aussi être des commentaires. Parce que, voilà, on ne maîtrise pas tout. Vous avez des expériences qui viennent un peu de partout. Ça peut permettre également d'enrichir la réflexion. Parce que ce webinaire, ce n'est pas la fin en soi. Et vous allez remarquer que la question énergétique est en train de revenir un peu dans les débats au niveau national, au niveau international. Ça veut dire que c'est une problématique qui préoccupe. Et ce serait intéressant peut-être de commencer par un webinaire comme celui-là et voir quelles sont les pistes pour continuer, par exemple, dans ce processus-là, en tant que soit acteur de la société civile, soit en tant que chercheur, soit en tant qu'étudiant-chercheur, en fonction de vos différentes casquettes. Donc, la parole est à qui veut la prendre, s'il vous plaît, sentez-vous à l'aise et puis soit vous levez la main, soit vous ouvrez directement votre micro et puis voilà. Oui, Pierre. Oui, je voulais remercier les deux intervenants. Je n'ai pas pu suivre l'intervention de la première personne. Et ces propositions, les propositions sont très concrètes et très pratiques. Je suggérerais qu'on s'intéresse aux initiatives en cours au sein des organisations de la société civile, en termes de recensement par exemple, aux initiatives du secteur privé et maintenant au niveau du secteur public. Donc, comme monsieur s'occupe de la recherche, avoir déjà un certain nombre de répertoires, des relais de ces trois secteurs-là pour pouvoir mettre les gens en réseau sur ce qui est fait, dans quelle région et à destination de quels problèmes. Sur la base des problèmes que nous rencontrons sur le terrain, qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui mérite d'être produit. Je crois que ça nous permettra aussi d'avancer. L'approche décentralisée est indispensable, mais pour qu'elle réussisse, il est important que ce ne soit pas seulement une rhétorique, mais qu'on ait des cas concrets de réalisation décentralisée. Soit qu'un maire ait pris des initiatives et qu'on sache comment on l'a encouragé, parce que l'administration par les administrateurs civils ou le chef pense pour vous n'est pas défavorable au développement, à la décentralisation. Donc, il y a un problème de mentalité sur lequel il faut jouer, comment éduquer les uns et les autres
pour qu'ils puissent collaborer pour agir dans le sens du développement durable et non dans le sens de la consommation et du budget. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Pierre, pour ce commentaire. J'ai envie un peu de m'appesantir peut-être sur le point en rapport avec la mise en réseau qui, à mon avis, est une approche concrète et pertinente. Peut-être que vous pourrez déjà commencer par peut-être une initiative pilote, peut-être voir avec David comment vous pourrez commencer à faire quelque chose, même si c'est déjà d'abord dans une commune de la ville de Yaoundé, en fonction de ce qui est facile pour vous. Et peut-être lancer une première initiative comme celle-là, s'il y a peut-être des premières données, des premiers résultats, ça peut permettre de faire un projet beaucoup plus mature et à soumettre. On a le responsable de l'UNICA qui peut peut-être nous pistonner sur quelles sont les possibles sources de financement pour soutenir une initiative comme celle-là. Mais il serait intéressant peut-être d'avoir déjà un premier cas fait dans une commune qu'on peut choisir, dans la ville qui va être facile d'accès et on essaie de vraiment faire une approche pilote pour voir comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut obtenir comme résultat et puis monter quelque chose de plus mature, de plus grand et sûrement soumettre aux différents barrières de fonds et voir ce que ça donne. Moi, je pense que cette question de la mise en réseau est vraiment importante parce que ça permet de faire un état de lieu et au-delà de faire l'état de lieu, ça permet également de se projeter, de savoir exactement où est-ce qu'il faut aller, où est-ce qu'il faut mettre les fonds. Et peut-être au-delà des différentes réunions au niveau national entre les administrations et les partenaires, qu'on puisse quand même dire, OK, voici des choses concrètes. On a observé telle chose, telle chose, telle chose. À tel endroit, on peut faire ça, à tel endroit. Et c'est des choses vraiment concrètes. Donc, je pense que ce serait peut-être une première action concrète qui peut émerger de là. Donc, si vous avez convenance, n'hésitez pas. Peut-être David peut mettre également son adresse email dans le chat pour permettre pour que vous puissiez garder le contact et élargir la réflexion. D'accord? Est-ce qu'il y a un autre? Je ne sais pas si David voulait dire quelque chose par rapport à l'intervenant de Pierre, l'intervention de Pierre. Oui, effectivement, lui dit grand merci pour son intervention. Il épouse totalement l'orientation que j'ai donnée pendant la présentation. La conséquence, c'est justement comment est-ce qu'on peut mettre en application cela. Et évidemment, il faut commencer quelque part. Nous avons quelques initiatives déjà commencées dans certaines régions, particulièrement dans la région du centre, mais la difficulté de terrain, elle reste. Mais au moins pour lui faire comprendre que la proposition elle est très pertinente et doit être prise en compte. Et je ne sais pas combien d'acteurs du secteur de l'énergie il y a dans le réseau, mais éventuellement, si on peut se mettre en réseau et développer quelque chose pour le Cameroun, je suis preneur. Donc, je mets mon adresse email dans le commentaire du chat. Merci. Alors, est-ce qu'on a une autre intervention, un autre commentaire, une question? Ça va être la deuxième avant qu'on aille à la conclusion de notre webinaire. Sentez-vous libre de prendre la parole et de partager ce que vous avez à partager avec nous. Et si jamais vous êtes également intéressé pour faire peut-être cette approche de réflexion pilote sur la mise en réseau, moi, je pense qu'il faut également ajouter il faut le mentionner dans le chat. Peut-être si Pierre est d'accord, qu'il puisse prendre donc toutes ces adresses-là et commencer déjà des premières discussions parce que c'est bien sûr que ça ne va pas être facile, mais il faut quand même y aller, il faut essayer et voir comment le chemin se déblaye au fur et à mesure qu'on avance. Donc, la parole à qui veut la prendre, n'hésitez pas à poser des questions. Aussi, on va donc demander à nos deux présentateurs aujourd'hui de mettre à notre disposition les PowerPoint pour qu'on puisse partager aux participants. Et comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, on a des personnes qui sont dans des domaines d'activité divers et c'est souvent toujours des sources d'informations pour pouvoir soit élargir un aspect sur lequel on s'intéresse déjà, soit faire des contradictions peut-être avec des réflexions qu'on avait déjà autour de soi. Donc, n'hésitez pas à le faire à moi et à Julien pour qu'on puisse, je crois que Julien est en train de collecter les adresses email qui ont été publiées dans le chat et pour ajouter d'abord la liste de diffusion de la newsletter d'Africa 21, mais également pour qu'on puisse faire parvenir dans ces deux supports que vous aurez partagé avec nous pour que chacun puisse vraiment se sentir à l'aise et peut-être plus tard on verra ce qui peut émerger. Tout sera mis en ligne, ainsi que le film de la conférence qui sera mis sur la chaîne YouTube par la suite.
D'accord. Alors, questions, commentaires, ou bien on est bon? Julien, est-ce que tu as une dernière chose, une dernière intervention à faire? Juste pour signaler qu'on aura en juin une nouvelle conférence, toujours sur le financement du développement, dans le cadre du Forum pour le financement du développement à New York. Ça aura lieu dans le cadre aussi de Laboratoire ODD, qui est une des initiatives d'Africa 21. Voilà. D'accord. Est-ce que notre chef l'UNISAC a une dernière chose à ajouter avant qu'on ne sorte de ce webinaire? Non, non, merci, merci Maria, merci tout le monde. Il n'a rien à ajouter. Juste pour dire merci, c'était un plaisir hein, pour participer dans cette session de notre pays. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager avec nous ces connaissances, ces expériences et surtout de ton temps. Parce que j'imagine que tu as été très chargé. David également, je sais, ça n'a pas été facile. Mais on a décidé tous que notre pays, on doit le construire ensemble et chacun à sa manière. Donc, même ceux qui viennent comme participants, c'est également une contribution parce que chaque chose qu'ils auront apprise ici, c'est des choses qui vont pouvoir être diffusées là où ils se trouvent, dans leur environnement. Et ça va toujours contribuer à faire avancer soit la réflexion, soit des actions concrètes. Donc, sans plus tarder, ce webinaire ne va pas être la seule. Il y aura une autre série de webinaires, soit toujours en rapport avec l'ODD 7, mais aussi par rapport aux autres ODD, parce que ça permet également de préparer la voie par rapport à un événement grand qu'on est en train de qu'on a planifié pour la fin du mois de novembre 2022, notamment la 2e édition des Journées camerounaises des ODD, qui est l'opportunité de mettre ensemble tous les acteurs, notamment que ce soit les communautés, que ce soit les décideurs au niveau local, au niveau central, mais aussi les partenaires au développement, y compris la société civile, le secteur privé et surtout je vais dire, un accent particulier sur le secteur de la recherche, parce que, comme David l'a mentionné, la question de l'innovation technologique est importante et l'innovation, elle doit être retenue ou bien elle doit être encadrée par le secteur de la recherche, qui, dans notre environnement, est marginal. Et voilà donc un peu l'événement qui est en train d'être préparé et qui va permettre donc de paver la voie à travers cette série de webinaires, soit sur les différents aspects des ODD, en prenant en compte la dynamique camerounaise, mais aussi en lien avec les dynamiques africaines ou internationales. Parce qu'on sait que le Cameroun est signataire de plein de conventions, le Cameroun est acteur du monde, donc on ne saurait parler du Cameroun de manière isolée, sans comprendre ce qui se passe ailleurs. Et c'est pour cela qu'on peut demander, par exemple, qui sont les champions en matière d'énergie renouvelable en Afrique. Ça veut dire que c'est des cas d'école pour un pays comme le Cameroun qui voudrait pouvoir avancer plus rapidement au lieu de repartir à refaire ce que les autres ont fait avant, mais de copier sur ce qui a déjà marché pour pouvoir faire un très grand bond en avant. Sur ce, je vais laisser de côté vos activités et prendre un peu de temps pour qu'on puisse ensemble travailler à rendre notre pays meilleur et notre continent aussi. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt pour un prochain rendez-vous. Bonne soirée. Bonne soirée à tous et n'hésitez pas à suivre les activités de l'association sur notre site web www.africa21.org. Merci à tous. Merci Julien. Bonne soirée. Bye bye. Bonne soirée. Bonne soirée, merci à tous. Thank you, bye.